Pour les collectivités territoriales, disposer de moyens est essentiel pour fonctionner et contribuer au développement socio-économique. Les ressources dont elles disposent sont constituées de subventions, d'impôts et de taxes prélevées sur les citoyens. Au titre de l'année 2024, les collectivités territoriales devraient recevoir de l'État un concours financier de 329 milliards, dont 208 milliards au titre des recettes affectées et 120 milliards au titre de dotation budgétaire de l'État aux collectivités territoriales et aux districts autonomes. La Cour des comptes a pour mission, entre autres, de s'assurer du recouvrement des ressources publiques et de leur bon emploi afin de promouvoir la transparence. C'est d'ailleurs ce qui motive la tenue de ce séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». Au regard des attentes des administrés et au regard des contraintes économiques, l'efficacité de l'action publique locale requiert l'optimisation et de la mobilisation des ressources financières, requiert aussi la transparence et la rigueur dans l'utilisation des fonds publics, avec la pleine conscience qu'il faut rendre compte à l'État et à nos populations. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République exhorte les gestionnaires des cités à la redevabilité. Je salue l'initiative de la Cour des comptes d'organiser ce séminaire qui contribue de manière significative à renforcer les capacités de nos élus locaux. Il est, en effet, primordial que tous les niveaux de pouvoir, qu'ils soient nationaux ou locaux, puissent bénéficier des outils et des compétences nécessaires pour une gestion optimale des ressources publiques. Cette rencontre nous offre également une occasion tout à fait indiquée pour insister à nouveau sur l'importance de la décentralisation. Celle-ci est un instrument de gouvernance publique qui permet aux collectivités locales de mieux répondre aux aspirations des citoyens. Cependant, cette décentralisation ne sera véritablement efficace que si elle s'accompagne d'une gestion exemplaire des ressources financières. Ce séminaire, qui en est à sa 3e édition, instruira les élus locaux, entre autres, sur les notions de la digitalisation de la mobilisation des ressources propres, sur le fonctionnement du compte unique du Trésor et sur la responsabilité des ordonnateurs. Aujourd'hui, une manière comme ça, arachide, t-shirt client d'abord, avant de ils vont payer. Mais on ne gagne pas client facilement, comme ça, ils vont payer. Traoré Rokia de l'association Benkadi du village de Kwamekro vit avec ses sœurs les mêmes réalités que toutes les femmes rurales de Côte d'Ivoire. Et pourtant, elles demeurent les principales gardiennes de la biodiversité agricole et forestière, selon le ministre Laurent Tchagba, qui l'a reconnu à Soubri au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme rurale. Les femmes des zones rurales sont aussi productives et entreprenantes que les hommes. Malheureusement, elles sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment l'accès à la terre, au crédit, aux intrants agricoles, au marché. Pour l'accès donc aux ressources forestières et au marché, les femmes rurales peuvent compter désormais sur le projet d'investissement forestier phase 2 du ministère des Eaux et Forêts. Le PIF 2 a pour objectif de développer, de conserver et d'augmenter le stock de forêts ainsi que d'améliorer l'accès aux sources de revenus issues de la gestion durable des forêts pour les communautés des zones d'intervention. Dans le cadre de cette célébration, nous voulons dire haut et fort à la nation, aux femmes, que l'engagement est pris pour les aider dans le domaine de la foresterie et de faire en sorte que ce qu'elles font dans la foresterie, nous allons les appuyer à améliorer cela. Des panels et une exposition des produits vivriers, fruits des efforts des femmes rurales, a mis fin à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme rurale.
L'amphithéâtre de 250 places de l'Université de San Pedro a servi de laboratoire aux pharmaciens ivoiriens durant 3 jours. Ils y ont fait des analyses sur leur place dans la phytothérapie et les thérapeutiques alternatives. Comment faire en sorte que la confiance naisse pour que de façon collaborative, on puisse arriver à transformer les connaissances et les pratiques issues de notre pharmacopée traditionnelle africaine pour les porter en médicaments traditionnels améliorés pour la santé et le bonheur de nos populations. Si les pharmaciens acceptent de vendre des médicaments traditionnels améliorés dans leur officine, ils demandent en contrepartie que la production soit soutenue. Il faut identifier les plantes qui ont des vertus, faire des plantations et en cela, le CNRA est prêt à nous accompagner pour faire en sorte qu'avec des techniques culturelles, ces plantes puissent regorger du maximum de principes actifs, puissent être le plus efficaces possible, de sorte qu'on puisse les récolter et pourquoi pas faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des populations qui, en plus des plantations de café et cacao, aient des plantations de plantes traditionnelles. Les pharmaciens aux côtés des praticiens de médecine traditionnelle, un rêve qui devient réalité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Le fait que les pharmaciens décident de prendre ce thème-là comme le thème phare de leur journée, c'est un processus qui nous va vraiment droit au cœur et le ministère de la Santé ne pouvait pas ne pas être là pour accompagner le processus. La 11e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, ce sont aussi des tables rondes, des panels et des expositions. Ils sont une vingtaine de journalistes à suivre la formation relative aux techniques de vérification des informations. Les participants venus de diverses localités ont été instruits sur des thèmes portant sur la désinformation, la typologie des fausses informations et les outils permettant de les identifier. C'est un atelier organisé par le réseau de communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire, le RECOSEFSI, qui bénéficie de l'appui financier et technique de l'ambassade de France. On soutient étroitement l'association du RECOSEFSI dans l'idée aussi de pouvoir accompagner des associations de la société civile qui œuvrent à leur niveau pour améliorer l'accès à l'information, à une information vérifiée et de qualité. Le formateur Israël Gebo a relevé l'importance de sensibiliser les communautés locales face à la prolifération des rumeurs et des campagnes de désinformation. Véritable menace pour la cohésion sociale et la sécurité dans les zones frontalières. Et pour les combattre, le RECOSEFSI plaide pour que les communicateurs locaux soient dotés de compétences nécessaires. Enjeu crucial selon son président Soro Sionfolo pour renforcer la résilience des communautés frontalières, lesquelles bénéficieront d'un renforcement de capacités leur permettant de résister aux tentatives de déstabilisation par les fausses informations. Le premier outil que ces acteurs-là doivent avoir, c'est le doute. C'est-à-dire que devant toute information, ils doivent douter, se dire que cette information a besoin d'être vérifiée. Ils ont la responsabilité, premièrement, de veiller à ce que l'information qui circule soit interceptée, si dans le cadre d'une fausse information. Deuxièmement, à la vérifier. Et troisièmement, à diffuser la bonne information. Notre rêve, c'est de mettre en place un bureau de fact-checking à Korogo et de faire en sorte que le réseau qu'on est en train d'installer à Tendrela puisse s'élargir à toutes les régions du Nord pour permettre à la population de nous toucher avec tout ce qui est information bizarre et que nous puissions les traiter et restituer la vérité. Le RECOSEFSI, réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire, a pour mission de sensibiliser les populations aux facteurs de risque susceptibles d'engendrer l'insécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce bâtiment de fortune que les enfants d'Aloukro Kadi, village situé à 15 km d'Abengourou, viennent acquérir le savoir. Mais bientôt, ce sera qu'un lointain souvenir. Le TDN, le tournoi des natifs, qui est une association des personnes nées dans le même mois, engagée pour la promotion de la culture, le sport et le social, a décidé d'offrir au village, en collaboration avec le conseil régional de l'Indéné-Guablin, une école primaire de 6 salles de classe plus bureau pour le directeur. La pose de la première pierre de l'école a suscité une joie immense chez les habitants du village. On est content d'avoir ça parce que l'école là, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui. On a notre enfant même qui a eu un accident sur la route de Draman Kro pour aller à l'école.
un bon élève. Mais aujourd'hui, quand ça est dans nos villages, tout le monde est content. La construction de cette école primaire à Aloukro-Kadi, dont le premier bâtiment sort déjà de terre, a une histoire selon le président fondateur du TDN. Nous avons vu une pancarte devant ce village des parents demandant aux passants de les aider à terminer l'école de leurs enfants. Ça nous a vraiment touchés. Nous avons pris attache avec la chefferie, avec les autorités et nous avons touché nos membres. Nous leur avons demandé de pouvoir réaliser ce souhait, ce vœu-là. Le tournoi des natifs qui célébrait en même temps son 5e anniversaire au cours de ce séjour à Abengourou en a profité pour faire un don à la maison d'arrêt et de correction d'Abengourou composée de vivres, de vêtements et de produits d'entretien. Cette association qui compte plus de 530 000 membres a décidé d'offrir tous les 2 ans désormais une école primaire à un village de la Côte d'Ivoire.